En bref, cette semaine, les citoyens invités à poser leurs questions au sujet de l'hôpital, la députée de Vaudreuil préoccupée pour les femmes enceintes, les artistes émergent un peu partout à Vaudreuil-Dorion, la Société nationale des Québécois du Suroît se démarque et Zaroul explore le parc Jack Layton. Le 7 mai dernier, la CCIVS, en partenariat avec le DEV et les responsables du CISMO, ont organisé un webinaire portant sur l'état de l'avancement du projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. C'est plus de 150 personnes qui ont participé et posé des questions aux différents intervenants. C'est sur la télé, y était. C'est un événement que nous sommes fiers de présenter aujourd'hui en collaboration avec Développement Vaudreuil-Soulanges, qu'on connaît également sous le DEV. Alors, ils sont présentateurs de l'événement de ce matin. Ils sont également partenaires de longue date, en fait, de la Chambre de commerce. Alors, je les remercie aussi à ce titre-là, de même que Desjardins Vaudreuil-Soulanges, qui sont aussi un partenaire de la Chambre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet comme tel va attirer des investissements de près de 2 milliards. Donc, vous devez aussi mathématiquement comprendre que ça va donner un gros boom économique dans la région et on espère en faire maximiser les effets, en faire profiter à tous nos commerçants et tous les fournisseurs de services de la région. Je veux vous rassurer, c'est un projet malgré le contexte de la pandémie. Les échéanciers sont respectés, même si c'était très serré. On a une équipe formidable qui est pilotée par notre ami Vincent, que vous allez connaître tout à l'heure, qui ont fait un travail remarquable compte tenu du contexte, parce que c'est sûr que les ressources sont difficiles à trouver, ils sont surtout difficiles à conserver. L'hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera l'ajout d'un 4e hôpital pour le CIS de la Montérégie-Ouest. Donc, on a actuellement déjà l'hôpital Anna-Laberge, l'hôpital du Suroît et l'hôpital Barry Memorial. Donc, on parle d'un hôpital de 404 lits. Également une urgence significative de 41 civières qui sera dans le fond la deuxième plus grande urgence en Montérégie. On sait qu'on en a bien besoin quand on constate l'achalandage dans nos urgences actuelles. Un bloc opératoire quand même assez important de 11 salles. Un projet de 1,7 milliard actuellement qui est inscrit au niveau du plan québécois des infrastructures. Évidemment que près de 3200 personnes qui arrivent, c'est significatif pour le territoire. Donc, on souhaite vraiment que vous soyez partenaires avec nous dans l'arrivée de ce nouvel hôpital-là et la mise en place de nos services. Donc, on aura besoin de vous pour différents éléments. Puis, on mise beaucoup sur le transport actif. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure au niveau du site, puis également au niveau des stationnements, mais on souhaite que le transport actif soit plus développé dans le secteur, évidemment. Il y a toute l'offre de logement qui sera requise. Évidemment, c'est beaucoup de personnes. Peut-être qu'il y en a certaines qui résident déjà sur le territoire, mais évidemment qu'on va attirer beaucoup de nouveaux résidents dans le secteur avec l'arrivée de l'hôpital. Un autre volet important du projet, le développement durable. Donc, depuis le début du projet, ça fait partie de nos principes directeurs. On vise toujours une certification LEED de niveau argent dans le cadre de notre projet et ça vient avec plusieurs éléments, notamment, vous l'avez vu dans les images, des toitures végétalisées. Mais il y a quand même un effort important qui a été fait au niveau des stationnements. Donc, plus de 50% des stationnements sont de type souterrain. Donc, vous avez vu sur les images, peut-être que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de stationnements en surface, mais ça représente à peine 50% des stationnements qui sont nécessaires pour l'hôpital. C'est près de 2000 cases de stationnement qui seront aménagées. On s'est assuré également d'avoir un site qui pouvait accueillir le transport collectif. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, s'est dit préoccupée par le manque de personnel dans les hôpitaux de la région, notamment au niveau de l'obstétrique, obligeant les patientes enceintes à se déplacer vers les hôpitaux montréalais. C'est sur la télé, s'est entretenu avec la députée. Pourquoi les familles doivent se rendre à Montréal, dans les hôpitaux de Montréal, pour accoucher? Oui, bien, on a une problématique de main-d'œuvre au CISMO, le CIS de la Montérégie-Ouest. Nous, on est desservis par 2 hôpitaux, Anna-Laberge, mais principalement l'hôpital du Suroît, l'hôpital de Valleyfield. Et depuis 2 novembre 2020 environ, là, il a été porté à notre attention qu'il y avait beaucoup de démissions, de congés,
congés maladie, départ à la retraite, des demandes de transfert. Donc, ça nous a mis, déjà là, d'emblée, là, je dirais que ça a été une petite douche d'eau froide quand j'ai su qu'il y avait 60 du personnel qui ont quitté le CISMO. Il y a eu des articles aussi dans la presse, des médecins qui m'ont contacté. Mais quand je dis nous ont contacté, c'est parce que c'est Vaudreuil-Soulanges, fait aussi référence à la députée de Soulanges qui a été mis au fait aussi, évidemment. Donc, mais tout ça, c'est ça. C'est le manque de personnel qui fait qu'ils ont dû revoir, ils ont dû fermer le département d'obstétrie, donc les femmes de Vaudreuil et de Soulanges qui doivent accoucher. Il y a des ententes qui ont été prises et vont aller accoucher dans l'ouest de l'île de Montréal. Moi, j'ai fait des interventions, j'ai demandé des rencontres. J'ai eu une rencontre plus précisément vendredi saint, le vendredi de Pâques, vendredi saint, une rencontre d'urgence avec le PDGA, le PDG adjoint du CISMO et la directrice des communications et un médecin là, qui nous ont dit qu'il a fallu trouver là, un corridor là, pour dévier là, les femmes là, qui doivent accoucher, là, les envoyer à l'extérieur. Ils ont essayé de prendre des ententes avec le CUSUM, ils ont essayé de prendre des ententes avec la Montérégie-Centre. Ça ne fonctionnait pas, ça a été décliné. Puis là, ils ont réussi à avoir une entente avec la Montérégie-Ouest. C'est pourquoi les femmes sont orientées là, vers, entre autres, le Lakeshore. Ou d'autres hôpitaux à Montréal. Oui. Puis là, le 26 avril dernier, vous avez une rencontre avec la direction donc du CISMO. Oui, en fait, parce que quand j'ai eu la rencontre le vendredi saint, c'était une rencontre, dans le fond, pour m'expliquer les faits, pour me donner l'état de la situation. Quand je posais des questions à savoir, c'est quoi je vais le dire en anglais, là, mais c'est quoi le plan de match? Là? Qu'est-ce qui est prévu? Là? Comment on veut régulariser la situation? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles mesures on met en place? Parce que moi, dans ma tête, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ils m'ont dit, on va organiser une rencontre avec le PDG du CISMO là, puis on va vous expliquer qu'est-ce qu'on met en place. Donc, j'ai eu une rencontre le 26 avril. Bien sûr, on m'a expliqué qu'on essayait de recruter, qu'on axait beaucoup sur la formation, puis tout ça. Puis, écoutez, il y a eu un revirement. J'étais à la période des crédits à l'Assemblée nationale, donc je suis allée à la période des crédits en santé et j'ai demandé au ministre de la Santé. En fait, je lui ai expliqué à M. Dubé, il était au courant, là, je lui ai expliqué là, la situation, que je trouvais ça inacceptable que les femmes de Vaudreuil, du comté de Vaudreuil et du comté de Soulanges, là, qui aient accouché à l'extérieur. C'est même pas leurs médecins qui les accouchent, c'est les médecins qui sont là-bas. Donc, j'expliquais que je trouvais ça vraiment déplorable, dommage. Que je m'attendais à plus de sensibilité de sa part. Puis, quand est venu le temps de répondre à ma question, le ministre m'a dit vous savez, Madame la députée de Vaudreuil, on a un communiqué de prêt, puis on va remercier sous peu le PDG du CISMO. Donc, c'est sûr que j'ai été très saisie. J'ai été très saisie parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment les grands moyens pour rétablir la situation. Puis, il y a une PDG là, intérimaire là, qui a été mise en place, Mme Béraud. Je ne lui ai pas parlé encore, mais on m'assure qu'on veut là, reprendre le contrôle, ramener les gens au le personnel, ramener le personnel aussi pour que ça puisse bien fonctionner. J'imagine que c'est un bon argument pour faire avancer les choses pour l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, mais je veux dire, ça l'avance bien, je crois, ce dossier-là. Oui, le dossier de l'hôpital, ça avance super bien. C'est sûr que quand j'ai eu ma rencontre le 26 avril dernier, j'ai soulevé aussi mon inquiétude. Je me dis, si le CISMO, 60% de son personnel est parti, on va manquer de main-d'œuvre, nous autres, pour le nouvel hôpital qui s'en vient, parce que c'est 3000 employés, l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est pas 3000 médecins, c'est pas 3000 infirmières. Il y a aussi des préposés aux bénéficiaires, il y a du personnel d'entretien, la mécanique du bâtiment et tout. Là. Mais tout de même, là, j'avais une inquiétude à savoir on va recruter comment. C'est sûr qu'on m'indique que le fait que ça soit un nouvel hôpital, puis que ça soit moderne, puis que ça va sûrement attirer beaucoup de gens. Le 8 mai dernier avait lieu à Vaudreuil-Dorion l'événement Émergence dans le cadre du mois de l'activité physique afin d'encourager les citoyens à adopter des saines habitudes de vie.
Les citoyens étaient invités à rejoindre 5 artistes de la ville afin de réaliser des ateliers de peinture au sol. C'est sur la télé s'est entretenu avec l'une d'entre elles, Anushka Gravel-Galushko. Parlez-nous un peu de votre concept. Alors, j'ai choisi pour mon concept l'anneau de Dokkan. Dans la calligraphie japonaise zen, c'est le cercle de l'infini. C'est vraiment le cycle, le tricycle, le bicycle. C'est vraiment le recommencement éternel. C'est l'infini, c'est aussi la pleine conscience dans le quotidien, comme activité. Tu sais, dans le zen, mange ta soupe, tu sais, t'es là, tu manges ta soupe, t'es vraiment en pleine conscience dans ce que tu fais. Puis comme c'est la semaine du bien-être, du ressourcement, du yoga, j'ai pensé à créer cet immense anneau de Dokkan bleu-azur qui est comme une espèce d'envol, de respire avec les oiseaux, que la population va créer son oiseau dans ce ciel. Pour un nouveau cycle après le COVID, on a besoin de renaissance, on a besoin de recommencer à neuf. Alors, c'est un peu ça l'idée. Puis aussi, l'oiseau, tu sais, c'est le symbole de la liberté. Hein? C'est tellement universel et connu. Donc, c'est comme une liberté dans la créativité. La créativité, la création amène un sentiment de liberté. En fait, c'est l'anneau de Dokkan, c'est aussi comme retrouver l'espace dont on est fait, tu vois. Puis à l'intérieur, ici, il va y avoir une immense pupille noire. Ça fait comme un œil, l'œil de la conscience. Puis en fait, c'est vraiment une occasion là, de se laisser aller, puis le grand air, le lac en face, de vraiment prendre son envol là-dedans, puis de dire « Ah, tiens, on va commencer bientôt un nouveau cycle. » C'est un nouveau départ, là, qui s'en vient, puis tout se renouvelle constamment, et puis de le conscientiser, tu sais, que tout apparaît, disparaît. En fait, c'est comme le printemps éternel. C'est juste on le voit pas. Vous avez utilisé comme peinture? C'est des peintures à l'acrylique qui resteront pas indéfiniment. C'est pas des peintures, tu sais, qui sont coulées dans le béton, qui vont être indélébiles. Avec le temps, ça va s'effacer. C'est des acryliques. Puis on a utilisé la mop pour pouvoir comme danser, pour pouvoir comme faire le cercle. Parce que dans les calligraphies, c'est des gros pinceaux, tu sais, qu'on utilise, ou des pinceaux, les pinceaux chinois ou japonais. Mais là, c'est la mop. Voir d'autres gens, puis tout ça, ça nous allège. Autant les artistes que le public qui va venir. Hein? On est dans le même bateau. Ça fait beaucoup de bien. Il faut sortir de nos tanières à un moment donné. Ça suffit, le confinement. Merci beaucoup. On vous laisse continuer. La Société nationale des Québécois du Suroît s'est réjouie du succès des rendez-vous culturels de l'hiver 2021. Cet événement, qui avait pour objectif de faire connaître la culture québécoise et de promouvoir le français, rappelle l'importance d'une bonne intégration afin de fortifier le sentiment d'appartenance des néo-québécois. Donc, notre mandat, c'est de promouvoir la langue, la culture québécoise, le patrimoine, notre histoire. Donc, on organise souvent des activités, exemple pour le jour du drapeau le 21 janvier, la Journée nationale des patriotes, le gala mérite en histoire pour les élèves de 4e secondaire, la fête nationale et depuis 2 ans et demi, les rendez-vous culturels. Qu'est-ce que les rendez-vous culturels? Dans le fond, c'est pour favoriser l'intégration des néo-québécois, donner le goût du Québec par sa culture, se familiariser avec l'histoire, la culture québécoise, les amener à fréquenter des lieux, des institutions culturelles dans nos régions, mais à travers le Québec aussi, améliorer leur connaissance du français à l'oral surtout, un peu à l'écrit, favoriser leur intégration dans leur milieu et créer des liens avec la communauté. Depuis les dernières années, il y a un boom dans la région. Hein? Oui. Donc, dans la Valleyfield, Vaudreuil-Soulanges, Sous-Bois, il y a vraiment un boom d'immigration. Donc, est-ce que vous sentiez vraiment le besoin et l'urgence de tenir des activités comme ça?
On fait quand même partie de la grande région de Montréal, donc effectivement, il y a beaucoup de services pour les nouveaux arrivants à Montréal, mais le prix des logements, la rareté des logements aussi, surtout pour les nouveaux arrivants qui arrivent ici avec leur famille, des jeunes enfants, c'est très difficile à Montréal. Donc, souvent, ils vont faire le choix d'habiter en banlieue, comme notre région, dans le Suroît, que ce soit à Châteauguay, à Valleyfield ou dans Vaudreuil-Soulanges, de plus en plus. Et maintenant, nos MRC, nos régions, se dotent d'outils pour pouvoir les accueillir, que ce soit de l'aide à la recherche d'emploi et des entreprises ou des organismes communautaires naissent de ces besoins-là, dont l'Agence d'inclusion Campi, dont Josiane fait partie. On le voit, les gens décident de venir s'installer ici, mais on voit aussi que comment nos entreprises, il y a un développement socio-économique là, qui est en pleine croissance là, dans la région. Donc, ces initiatives-là, par exemple, culturelles, vont venir faire toute la différence entre un nouvel arrivant qui va décider de s'installer durablement dans la région parce qu'il apprend à connaître la culture, parce qu'il a rencontré des gens à travers ces rendez-vous-là, puis quelqu'un qui n'aura pas accès justement à des activités sociales, culturelles. Josiane, justement, c'est vous qui faites les ateliers, qui animez des ateliers, qui préparez donc de cette façon un peu plus de médiation, si je peux me permettre. Voilà, comment vous préparez le tout? Bien, en fait, la façon qu'on a fonctionné, Véronique et moi, on travaille en collaboration. En fait, l'idée est vraiment de partager la culture québécoise. Donc, on a identifié certains artistes, certains professionnels qui sont venus en fait partager leur expertise, leur domaine culturel. Donc, on a reçu par exemple des chanteurs, on a reçu une conteuse, on a reçu aussi un homme issu des cultures autochtones qui nous a parlé de la culture autochtone du Québec. Donc, on a tenté de diversifier nos champs d'action pour partager un portrait général de la culture québécoise. C'est sûr qu'on réussirait... On ne peut pas réussir à partager là, tous les détails de la culture, mais on a ciblé des artistes dans différentes sphères et en collaboration avec chacun de ces artistes-là, on a animé des rendez-vous personnalisés pour en fait démontrer par exemple la chanson québécoise, quels sont nos classiques au Québec et de quelle façon où on les chante, quand est-ce qu'on chante, quand est-ce qu'on joue de la musique. On a fait découvrir les cuillères de bois, par exemple, la musique typique de la cabane à sucre. On a fait aussi découvrir des poètes, des hommes politiques. Donc, à travers, par exemple, la thématique de la chanson, on a discuté d'enjeux sociaux, culturels et ça nous a permis, en fait, d'ouvrir une porte. Quand on entend parfois des commentaires désobligeants en disant « On sait bien, les immigrants ne veulent pas s'intégrer, ils vivent entre eux autres », puis qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments-là? Je pense qu'en tant que culture majoritaire, blanche, au Québec, on a avantage à faire un pas vers l'autre. L'autre, souvent, est synonyme d'inconnu, on ne le connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il mange, on ne sait pas quelle religion il suit, on ne connaît pas, donc on le craint. Et par les rendez-vous culturels, bien, on permet de se rassembler entre nous autour d'objectifs communs, de référents culturels communs, qui est la culture québécoise, mais surtout de créer une passerelle. C'est sûr qu'avec la dénatalité des pays occidentaux, des pays industrialisés, à un moment donné, dans notre économie, on a besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre, mais des gens pour nous aider à contribuer à notre économie, à notre société. Tu sais, il faut se transposer à leur place, se mettre à leur place, dire « Moi, demain matin, là, tu me sacs en Algérie, là, je connais pas personne. Est-ce que du jour au lendemain, je vais m'intégrer, je vais aller
non, ça va prendre un certain temps. Et quand l'autre vient à nous et nous amène à fréquenter des lieux, que ça passe par la culture, surtout, parce que les gens peuvent être intégrés dans leur milieu de travail, mais à l'extérieur de leur milieu de travail, ne le sont pas parce qu'ils ne connaissent pas les institutions, ils n'ont pas nécessairement de réseau social. Les chercheurs d'emploi de Vaudreuil-Soulanges étaient invités le 12 mai dernier à la 6e édition du plus grand événement carrière de l'industrie québécoise de la mode et du textile, RH Mode. Cette année encore, des centaines d'entreprises à la recherche de main-d'œuvre, des recruteurs et des chercheurs d'emploi ont pu réseauter virtuellement. Vous pouvez me parler un peu du concept de RH Mode? Ben oui, bien sûr. Alors, RH Mode, il faut déjà savoir que c'est la plus grande journée carrière de l'industrie de la mode au Québec. Dans le fond, la journée carrière, elle sert à offrir une foule d'opportunités d'emploi excitantes dans tous les domaines à tout type de candidats. RH Mode fait le pont entre la main-d'œuvre et les entreprises du textile, du vêtement et de la mode. L'événement élabore comme plusieurs expériences exclusives en ressources humaines pour permettre aux chercheurs d'emploi ainsi qu'aux employeurs de connecter et de créer une réelle synergie. En fait, notre objectif à RH Mode, c'est de rassembler des dizaines d'employeurs, d'écoles, d'entreprises de services puis des agences qui desservent l'industrie du vêtement, du textile avec un seul objectif commun, c'est l'emploi. Puis cette année, la 6e édition de notre événement va se dérouler le 12 mai 2021 en ligne de 11h à 18h. C'est sur la plateforme virtuelle Feedloop. C'est un événement qui est gratuit. Il est gratuit tous les ans, mais l'inscription, elle est obligatoire. Dites-moi, admettons que quelqu'un, un téléspectateur, voit ce reportage, puis c'est ça, l'événement est terminé, l'événement virtuel est terminé. Puis ça l'intéresse, puis il aimerait ça intégrer le monde donc, du travail dans la mode. Comment la personne peut faire pour aller chercher des infos par rapport à tout ça? Alors, c'est très simple. Les emplois des entreprises sont sur notre site web, donc www.rhmode.com. Et il y a aussi les emplois qui vont être sur la plateforme de l'événement 1 à 2 jours après. Par contre, après ça va être fermé, donc les gens ne pourront pas y accéder. Mais nos emplois sur notre site web sont mis à jour toutes les semaines. Donc, c'est vraiment des emplois en temps réel, comme on appelle. Les candidats peuvent se rendre sur notre site, voir par eux-mêmes les entreprises, les emplois qui les intéressent, puis postuler directement. On a des liens qui vont directement vers les entreprises ou vers les emplois qui les intéressent. Qu'est-ce qu'on peut répondre, mettons, à quelqu'un qui un jeune ou une réorientation de carrière qui veut dire, dans Vaudreuil-Soulanges, dire hey, j'aimerais ça travailler dans le domaine de la mode? Mais dans le fond, il faut déjà savoir que l'industrie de la mode, c'est vraiment pas les stéréotypes qu'on se fait. On pense souvent que soit qu'on est un mannequin, soit qu'on est un designer, puis on est super populaire, ou soit qu'on n'est juste pas vu du tout. Mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une industrie clé, en fait, pour le Québec puis pour la région métropolitaine de Montréal. Je peux vous dire qu'en chiffres, en 2019, c'était vraiment plus de 5 700 établissements, 79 300 emplois. Donc, je pense que quand quelqu'un se dit « Ah, est-ce qu'il y a une chance de carrière pour moi? » Oui, en effet, il y en a. Il y en a beaucoup, puis dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, je pense que quelqu'un qui est intéressé par un emploi en finance, en marketing, en technologie de l'information, il peut directement même aller dans l'industrie de la mode. On a besoin de... C'est pas juste le design, l'industrie de la mode, c'est tous les départements. Les années précédentes, ce que je peux vous dire pour ça, c'est que beaucoup d'entreprises provenaient de Montréal, puis les sièges sociaux aussi étaient de Montréal. Donc, c'est sûr que pour les candidats qui n'étaient pas rapprochés comme la Rive-Nord ou la Rive-Sud, c'était vraiment peu intéressant de se déplacer ou même de postuler parce que c'était plus pour des postes directement au siège social. Mais d'ailleurs, cette année, si je peux vous donner des exemples, il y a l'Aubainerie, Tommy Hilfiger qui fait partie de PVH Corp et Dynamique qui sont des entreprises qui font partie de l'événement puis qui recherchent des emplois et qui sont établies à Vaudreuil-Soulanges. Donc, je crois que franchement... qui risque rien à rien d'ailleurs, donc juste de postuler, je pense que ça peut être une très bonne idée. Cette semaine, dans le cadre de sa collaboration avec la youtubeuse Zaroul, C'est sur la télé présente sa capsule Exploration du parc Jack Layton à Hudson, où notre aventurière sur roue vous présente les défis de parcourir ce parc. Bonjour et bienvenue sur Zaroul. Aujourd'hui, on est au parc Jack Layton à Hudson, à environ 50 minutes de Montréal. Donc, je vais vous faire découvrir ce beau parc. Donc, un bel endroit pour découvrir la nature.
Et puis, si vous n'êtes pas abonné à Ça roule, n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime en bas pour suivre toutes les nouvelles vidéos. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs aires de repos. Il y a des belles tables de pique-nique, des bancs avec un beau bord de l'eau pour pouvoir en profiter. Profiter du beau temps, prendre un temps de repos. Puis, c'est vraiment sur de la petite roche, donc ça se fait quand même assez bien. Ça peut être accompagné aussi quand on est en fauteuil roulant. Puis, à noter qu'il n'y a pas de salle de bain accessible. Comme vous pouvez voir, on a une magnifique vue avec les bateaux, les couleurs, justement à l'automne, c'est un temps parfait là, pour venir se promener ici. Ça se fait bien sans fauteuil roulant. Ça fait un bon exercice quand même, puis accompagné aussi, ça se fait encore plus facilement. Alors, c'est un bel endroit, comme je vous disais, on peut apprécier la nature, les petits animaux. Je vais vous emmener maintenant dans un sentier. Donc, c'est un parc qui donne sur un autre endroit, donc à Sandy Beach. Mais Sandy Beach n'est pas ouvert en ce moment-ci, mais il y a des sentiers qui sont accessibles, là, on peut avoir accès. Comme je vous disais, accompagné aussi, parce qu'il y a certains chemins que c'est moins évident. Mais c'est ça, je vous emmène dans un instant. Donc, on s'apprête à aller dans le sentier qui mène tranquillement vers Sandy Beach. Mais donc, c'est comme vous pouvez voir, il y a des petites marches pour accéder au pont. Donc, juste d'être accompagné pour une petite poussée. Mais voilà, on y va. Sur le sentier pour se rendre là, il y a des aires où est-ce qu'on peut s'arrêter, profiter de la nature, prendre un petit peu de repos, prendre son respiration, parce que c'est un bon exercice quand même, ce sentier. Mais non, c'est vraiment beau. On continue. Il y a un autre petit endroit ici, aire de détente pour admirer la vue. Puis c'est ça, c'est une petite marche quand même, donc ce serait juste peut-être d'avoir une rampe à ajouter, ce serait peut-être pratique. Mais sinon, parce qu'il faut être accompagné pour monter la marche. C'est un bon exercice quand même. Donc voilà, on continue. Donc voilà, on est arrivé à Sandy Beach. On a fait tout le parcours du parc Jack Layton. Donc ça fait vraiment une belle sortie. Ce qui est le fun, c'est ça, c'est que ça fait 2 parcs en un. Donc ça fait un bon trajet. Ça se fait de mon bras, je suis quand même fatiguée un peu. Donc pas avoir un bon accompagnateur et tout, mais ça permet de profiter de la nature, de sortir de faire de l'exercice, de bouger en même temps, ce qui est important. Donc j'espère que vous avez apprécié.